Après presque 4 ans d'une saccade judiciaire à rebondissement, la Cour constitutionnelle rapporte l'avenir a finalement tranché hier mardi sur les dossiers Matata Ponyo. Bien qu'absent à l'audience, l'ancien Premier ministre a été reconnu coupable de détournement de fonds publics par la Cour constitutionnelle. Condamné à 10 ans de prison pour détournement de fonds dans l'affaire du parc agro-industriel de Boukangalonzo entre 2013 et 2016. La Haute Cour, ajoute le Foire, a aussi décidé la confiscation de biens de l'ex-premier ministre au prorata des sommes détournées. Quant à ses co-prévenus dans la même affaire, écrit le quotidien, Deokrasias Mutombo, ancien gouverneur de la BCC, lui a été aussi condamné à 5 ans de travaux forcés et 5 ans d'inéligibilité en ce qui concerne ses devoirs civiques, alors que l'homme d'affaires sud-africain Krobler est condamné aussi à 5 ans de travaux forcés, ajouté à cela son expulsion immédiate sur les territoires congolais. Mais aussi au-delà de la peine infligée, déplore Forum des As, c'est un pilier démocratique qui vacille. L'immunité parlementaire, ses remparts contre les abus de pouvoir, est aujourd'hui en péril. Un jugement jugé spectaculaire et unique par la défense des Matata Ponyo, Maître Laurent Onyemba, cité par RFI, dit attendre le feu vert de son client pour contester la constitutionnalité de ce jugement devant les mêmes juges. Mesdames et messieurs, bienvenue dans la grande tribune. Vous l'avez compris que sur ces plateaux, nous avons Maître Richard Ampinda, cadre de l'IDPS. Il nous fait l'honneur d'être avec nous. Maître, bienvenue. Si je salue mes co-débatteurs, je les ai fait attendre, donc je profite aussi de cette occasion pour leur présenter mes excuses pour ces retards, indépendamment de ma volonté. Merci beaucoup, Maître. Alors, Maître Samuel Konko, il est avec nous. Maître, bienvenue également. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir songé à moi pour échanger sur cette question d'heure. Je profite à la même occasion pour saluer mes co-débatteurs et tous les téléspectateurs qui vont nous suivre tantôt. Maître Silver Kuga, il est avec nous également. Maître, bienvenue. Merci beaucoup de votre invitation. Je salue mes co-débatteurs ainsi que tous les téléspectateurs, sans oublier les internautes qui vont suivre ce débat que nous pensons républicain. Alors, quelle analyse faire de la condamnation des Matata Ponyo? Joseph Kabila a boudé la séance spéciale et son invitation au Sénat. En cas de persistance, quel est le sort réservé aux sénateurs à vie? On en parle également. Alors, avant, j'accorde la parole à Maître Samuel. Quelle est votre analyse aujourd'hui? La condamnation a été... donc, Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre, a été condamné. Comment avez-vous accueilli la nouvelle? Avec beaucoup de tristesse. C'est vrai que la Cour s'est prononcée sur pied de l'article 168 de la Constitution. Les décisions qui sont rendues par la dite Cour sont susceptibles d'aucun appel, exécutoires immédiatement et opposables à tous. Et c'est fort malheureux de pouvoir constater que la Cour puisse pondre une affaire ou une décision qui n'aura pour effet que de pouvoir davantage crisper l'environnement politique que nous tentons dont nous souhaitons toute forme de décrispation. Mais il est aussi important aussi de souligner que Matata aujourd'hui qui est condamné, c'est un acteur politique. Un acteur politique ne meurt jamais. Qu'il prenne courage. Je crois que dans le déroulé et dans l'avancement des faits, il pourra toujours rebondir d'une manière ou d'une autre. Mais par rapport à la décision, c'est vrai que nous avions à un moment donné émis le vœu de voir la Cour pouvoir
réouvrir les débats afin de pouvoir décrisper un peu la situation telle qu'elle s'est présentée, dans le sens où nous avions deux institutions qui sont très pratiquement entre elles. Alors pour ne pas maintenir la crise au niveau des institutions, il était aussi sage pour la Cour, parce qu'elle est aussi apte pour réguler la vie politique. Elle devait voir dans quelle mesure elle pouvait décrisper la situation en essayant de réouvrir les débats, afin de permettre à l'instance de reprendre action et de pouvoir régulariser, de répondre aux préalables tels que l'étaient évoqués, de pouvoir respecter les termes prévus par l'article 107 de la Constitution, afin de pouvoir permettre à la procédure de se régulariser conformément à la Constitution. Mais fort malheureusement, tout ce qui a été proposé comme alternative en vue de pouvoir décrisper la situation n'a pas rencontré l'assentiment des juges constitutionnels. Alors, tout ce que nous pouvons dire présentement, et nous en appelons tout simplement à nos magistrats, nos hauts magistrats, nous savons qu'ils sont très brillants, sont des éminents magistrats, mais il est difficile de pouvoir réellement vivre l'indépendance de la justice si seulement nos acteurs judiciaires continuent à demeurer sous le férule ou bien sous la coupole des acteurs politiques. Moi, je crois que dans l'avenir, nous souhaiterions que la Cour constitutionnelle puisse être cette cour dont les œuvres seront au-dessus de toute forme de légèreté. Voilà. Merci beaucoup. Maître Silver, à vous également, votre analyse par rapport à l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Bon, c'est comme vient de le dire mon confrère, Maître Samuel. L'arrêt a été rendu, et conformément, d'ailleurs, comme il l'a dit, à l'article 168 de la Constitution, on s'incline. Mais au-delà de cela, nous sommes des juristes, nous sommes des scientifiques, nous sommes des doctrinaires, parce qu'un avocat, c'est un doctrinaire. C'est tous les jours que nous écrivons des conclusions, des notes de plaidoirie dans lesquelles nous donnons nos positions par rapport aux affaires que nous gérons. Ça constitue la doctrine. Et nos écrits en termes de conclusion et de notes de plaidoirie influent sur les décisions qui sont prises par les cours et tribunaux. Moi, ce que je regrette dans cet arrêt, c'est le fait que la Cour n'ait pas respecté la procédure. La procédure a été violée de fond en comble. À quel niveau, maître? D'abord au niveau de sa saisine. Il y a eu violation de la procédure. Et tout juriste connaît que la forme l'emporte sur le fond. Vous pouvez avoir raison dans le fond, mais si vous vous y prenez mal, si vous engagez mal les poursuites, le fond devient biaisé. C'est cela le problème. Parce que dans cette affaire Matata, nous l'avions dit dans plusieurs autres forums, si nous restons de puristes stricto sensu, nous constaterons que les immunités de Matata Pogno n'ont jamais été levées. Jamais, dans l'affaire Boukangalonzo. Et ça, c'est triste. Moi, je ne dis pas que Matata ne peut pas être poursuivi, non. C'est un Congolais. Tout Congolais qui pose des actes qui sont répréhensibles peut être poursuivi. Mais il y a des procédures pour poursuivre quelqu'un. Et dans le cas de Matata, depuis le début, dans l'affaire Boukangalonzo, on n'a jamais levé ses immunités. Jamais. Parce que lorsque Matata était sénateur, le parquet général, près de la Cour constitutionnelle, avait fait un réquisitoire adressé au Sénat dans l'affaire Boukangalonzo. Le Sénat, réuni en plénière, a voté, a pris une résolution disant non aux poursuites contre Matata dans l'affaire Boukangalonzo, non pour la levée de ses immunités.
au Sénat. Le Sénat parti en vacances parlementaires, le parquet général fait un deuxième réquisitoire adressé au Sénat, cette fois-ci au bureau, dans l'affaire Zarianisation. C'est une autre affaire. Nous devons rester légalistes. C'est une autre affaire. Le bureau autorise les poursuites, élève les immunités dans l'affaire Zarianisation. Cette affaire est classée sans suite par le parquet général près de la Cour constitutionnelle parce qu'il n'y avait pas de preuves là-dessus. Donc, si nous devions rester puristes, en ce moment-là, ces poursuites-là, le Sénat ayant refusé d'élever les immunités dans l'affaire Boukangalonzo, ayant refusé d'ordonner les poursuites, parce qu'il y a une résolution du Sénat à ce sujet, le parquet général ayant constaté que les dossiers Zarianisation est vide, l'ayant classé, tout devait s'arrêter là. Merci. On devait revenir dans une autre session pour redemander, n'est-ce pas, parce qu'on ne peut pas faire un réquisitoire deux fois dans la même session pour la même affaire. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Ayant classé les dossiers Zarianisation, bon, Merci. le parquet général a sauté Merci. dans l'affaire Boukangalonzo, dans laquelle le Sénat s'est prononcé avec une résolution, pas de poursuite, et c'était parti. Donc, moi je trouve que là, on a péché contre la forme. La forme l'emporte sur les fonds. Maître Richard, vous avez également 5 minutes, contrairement à Maître Samuel qui a fait pratiquement 2 minutes. Vous aurez également... J'aurais moins souhaité que les éléments de droit soient réellement posés. C'est-à-dire que nous aurions réfléchi, parce que nous avons l'avantage ici, tout le studio, tout le plateau ici, n'est composé que des juristes. Oui. Même vous-même là, en formation, juriste en formation. Ce qui voudrait dire que notre entendement devait être distinct de tout le monde. J'ai vu un politicien, au lieu de rencontrer un juriste, j'ai vu aussi un politicien qui a donné l'impression d'aller en droit. Mais il est resté politique. Parce qu'il faut se le dire, les immunités, prenons à titre illustratif, je voudrais aller, j'irai beaucoup plus avec des illustrations pour que tous ceux qui nous suivent comprennent. Okay. Matata Pognon poursuivi, on lève les immunités pour la zaïrianisation. En pleine audience, il commet un délit d'audience. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Faudra-t-il retourner pour solliciter la levée des immunités et y revenir? Ah non. Les immunités ne portent pas sur le fait, mais on indique à sa chambre, le Sénat d'antan, quels sont les faits pour lesquels on doit lever les immunités. Lorsqu'on lève les immunités, Matata Pognon, il est exposé, comme ça sera le cas pour Matata Pognon, pour toute autre personne. Ça pouvait être aussi le cas avec Nicolas Kazadi, poursuivi pour lampadaire et tout ce que vous voulez, ainsi de suite, tout ça. Mais lorsque il est au parquet, le parquet qui est à la recherche des infractions, parce que d'ailleurs, la loi le dit aussi de manière claire, que le parquet aussi peut qualifier, requalifier, parce que lorsqu'il instruit les dossiers, il peut s'étendre sur d'autres affaires, dont il estime. Les immunités viennent protéger les mandats. Lorsqu'on les lève, la personne qui portait les immunités, il est exposé, ou elle est exposée. Et donc, à ce niveau, on ne peut prétexter que la procédure aurait été violée. Non, pas du tout. Parce que les immunités ont été... La protection a été levée. Et donc, Matata Pognon était à la vue, à la merci de la justice et tous les faits, parce qu'on détient les informations. Le parquet a des informations en sa possession pour éventuellement arriver à se prononcer sur cette question-là. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y a pas eu de violation de constitution. Et donc... comment dire, les choses ont été bien faites, parfaitement faites, pour que nous puissions évoluer. J'en viens maintenant à l'article 107 qui a été soulevé, parce qu'il faut se le dire. Je crois qu'il y a une très mauvaise orientation quant à cette question-là. Je vais lire d'abord cette constitution-là, l'article 107 de la Constitution de la République. Il est dit, 107, aucun parlementaire ne peut être poursuivi
recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. La question est celle de savoir. On poursuit Matata Tampogno pour un vote ou une opinion dans l'exercice de ses fonctions? Pas du tout. C'est-à-dire que ici, les immunités évoquées par l'article 107 alinéa 1er, ce qu'on appelle les immunités absolues. Ces immunités ne peuvent aucunement être bougées ou être levées en aucun prétexte parce qu'il s'agit des opinions. Et d'ailleurs, nous avons un cas de figure ici, un cas d'école. Vous savez, sous FCC Cash, il y a eu un député qui a tenu des propos désobligeants à l'égard du président de la République en pleine session. Il émettait une opinion. L'a-t-on poursuivi? Non, pas du tout, parce que le droit voudrait que les choses soient ainsi. Le constituant a voulu que le parlementaire soit protégé dans ce sens-là. Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Prenons maintenant l'alinéa 2. Il y a eu encore une autre confusion. On a voulu transcrire les réalités de l'article 7 de l'article 7. 107 plutôt, alinéa 1er, à l'article, l'entendement, allais-je dire, de l'article 107, 107 plutôt, j'allais dire, alinéa 1er, à l'article 107, alinéa 2e. Que dit cet article? L'article dit, aucun parlementaire ne peut, en cours de session, dans le cas, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrance délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon les cas. Ici, ce sont des immunités relatives. Ça veut tout simplement dire que lorsque vous avez commis une infraction, parce que les actes posés ici, l'infraction posée ici, c'est en dehors de l'exercice de vos fonctions, on peut mettre la main dessus. Mais ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est quoi? On ne reprend pas les mêmes attributions dévolues à la justice que celles qu'on a repris à l'alinéa 1er. À l'alinéa 1er, on a dit ceci: poursuivi, recherché, arrêté, détenu, un élément important, jugé. Mais lorsque vous lisez l'alinéa 2, on dit être poursuivi ou arrêté. Deux éléments. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas solliciter, le juge ne pouvait pas solliciter la levée des immunités pour de faits quelconques. Pour tout simplement parce que le juge n'est pas celui qui doit solliciter la levée des immunités. Et lorsque vous allez plus loin, parce que cette réalité revient encore, nous sommes en cours de session, le jugement a été rendu, ok? Il va falloir maintenant faire exécuter les jugements. Est-ce qu'il faudra-t-il prendre Matata tel quel, ou il faudra lever les immunités? C'est là où on revient. On a bien dit, poursuite, il a été poursuivi, il a été déféré devant son juge, la décision a été rendue, maintenant il faudra arrêter Matata Tampogno. Il faudra arrêter Matata Tampogno. Qu'est-ce qui doit être fait? Mais il faudrait maintenant solliciter les immunités. Parce que c'est clairement dit. Lorsque vous lisez l'alinéa 2, il est dit, j'allais dire l'alinéa 2e, il est dit, aucun parlementaire ne peut être en cours de session. Aucun parlementaire, moi j'ai des problèmes de yeux, aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté. Il a été poursuivi parce que les immunités ont été déjà levées. Les immunités ont été déjà levées lorsqu'il était... N'oubliez pas que moi je suis seul et ils sont à deux, ils tiennent une même position. Et donc, je dirais que il ne peut être arrêté ni poursuivi, ok? Mais les immunités ont été déjà levées lorsqu'il était sénateur. Lorsqu'il revient ici en tant que parlementaire et député, la session avait déjà commencé. D'ailleurs, l'audience était en continuation. Et il n'y avait pas lieu de solliciter les immunités. Maintenant que le dossier retourne au parquet et que le parquet, l'entité à même de pouvoir solliciter la levée des immunités, doit maintenant, éventuellement, pour arrêter Matata Tampogno ou pour exécuter cette décision, solliciter pour la deuxième fois la levée des immunités pour éventuellement exécuter la décision. Votre réaction. Merci beaucoup pour vous avez également 5 minutes. Merci, je crois que je vais récupérer aussi mes 3 minutes d'avant ma première prise de parole. Je remercie les confrères qui viennent de prendre parole avant moi et je salue leur intervention qui était vraiment très bien calibrée.
Je vais répondre au confrère Pinda par rapport... C'est Mpinda. Pinda, Voilà. ok. Pinda, d'accord. Par rapport à la qualification qu'il nous a attribuée, par rapport au fait qu'on soit politique, je vais rappeler ici que la Cour, qu'on soit plus politique. Je crois que je vais lui rappeler que la matière qui nous réunit, nous et lui, en ce moment, est une matière politique. Et la Cour qui a rendu la décision, elle est aussi habilitée à pouvoir réguler la vie politique dans une nation. Donc, je crois qu'on n'a pas à se tromper par rapport à cette situation des choses. Deuxième élément. Par rapport à la requalification de faits possibles pour un juge en matière pénale, auquel le confrère venait de faire allusion, en disant que le juge, même s'il est saisi pour zarianisation, il pouvait aussi... Et le parquet, voilà, le parquet pouvait aussi étendre ses poursuites pour les autres infractions. J'aimerais rappeler ici que les poursuites d'un parlementaire, au regard de l'article 160 de la Constitution, doit être fait dans les cas et les conditions prévues par la loi. Dans les cas et les conditions prévues par la loi. La loi a prévu les conditions dans lesquelles un parlementaire doit être poursuivi. Quelles sont ces conditions? Pour les cas de Matata, pour les cas par exemple d'un député national comme Matata, il est justiciable de la Cour de cassation à la base, en tant que député national. C'est ça sa juridiction, c'est ça son juge naturel, c'est la Cour de cassation. Et s'il devait être poursuivi de la sorte, le règlement exige que le procureur près de cette cour puisse solliciter l'autorisation des poursuites moyennant une réquisition, si seulement on se conforme au règlement intérieur. Il y a une réquisition qui est dite aux fins de poursuite. Cette réquisition reprend de manière limitative les faits qui sont reprochés aux députés dont on sollicite la levée, l'autorisation de poursuite. Et c'est lors de l'instruction que ce même acte, que ce réquisitoire, le procureur s'en sert pour saisir la Cour. Dans le cas d'espèce, parlons de la Cour constitutionnelle pour parler du cas Matata. La Cour constitutionnelle a été saisie par un réquisitoire. Ces réquisitoires, pour l'obtenir, a suivi la procédure prévue par la loi. Mais pourquoi cette loi ne pouvait pas être... on ne pouvait pas poursuivre l'exécution de cette loi jusqu'à son terme? La difficulté qui s'est posée ici, c'est que lorsque l'on a poursuivi Matata pour la première fois, Matata avait un statut qui était celui de sénateur. Je crois qu'on en convient tous qu'il avait un statut de sénateur. Certains, pour essayer d'extrapoler, disent que s'il était seulement élu président, quel aurait été le sort de l'affaire en instance? La loi prévoit que lorsqu'il est devenu président, les poursuites seront suspendues. Mais lorsqu'il devient sénateur, parce qu'il n'a plus le statut de député de sénateur, il a maintenant le statut de député national. Il a un nouveau statut. Il est aussi régi par un nouveau règlement intérieur. Le premier réquisitoire qui a prévalu pour les poursuites lorsqu'il était sénateur, c'était les réquisitoires qui étaient établis conformément au règlement intérieur du Sénat. Conformément au règlement intérieur de la Constitution et du règlement intérieur du Sénat. Mais maintenant, il n'a plus ce statut. Est-ce qu'on a dit que le fait qu'il ait changé les statuts... Le changement de la législature impacte sur la démarche? Cher ami, les immunités ou bien les poursuites d'un parlementaire, la loi le dit, ça doit se faire dans les conditions prévues par elle-même. La Constitution le dit uniquement dans les cas et les conditions prévues. Lorsque vous changez des statuts, la loi vous accorde de nouveaux privilèges. Ça ne paralyse pas l'instance. Ce n'est pas dire qu'il y a extinction d'instance. C'est un préalable. Mais la question, maître, c'est que combien de fois peut-on lever les immunités d'un individu, d'un procès en cours? On ne comprend plus rien. Lors d'un procès, il peut arriver qu'il y ait
des incidences de procès. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Il y a des événements nouveaux, comme celui qu'on a vécu dans le cas Matata. Il est poursuivi sous un statut, et en cours d'instance, il change des statuts. Il faut lui appliquer le nouveau statut que la loi le reconnaît, parce que ce sont des avantages. Il ne lui appartient qu'à lui-même d'y renoncer. Il n'y a que lui qui peut renoncer à ces statuts. On a des cas qui font école. Je prends le cas de Moïse. Pas Moïse, comment il s'appelle? Escadella, Salomon. Salomon, ok. Qui était poursuivi au niveau de la cour militaire. Lorsqu'il est passé sénateur, qu'est-ce qui s'est passé? La cour a eu à surseoir. La cour a eu à surseoir. Ce sont des préalables élémentaires. On n'a pas besoin de nous fourvoyer, d'évoquer des principes de droit, des dispositions pour faire comprendre ça. La loi dit qu'avant de le poursuivre, il faudra préalablement l'autorisation de poursuivre. Vous voulez qu'on le dise en quel an pour qu'on comprenne? C'est nous qui voulons rendre à des moments donnés le droit compliqué. On veut le rendre compliqué là où il est simple. On dit que avant, pour nous qui avons fait le collège, par exemple, moi qui étais ici au collège Elikia, on te dit qu'avant d'entrer au collège, tu dois avoir ta cravate. C'est très simple. Mais c'est simple. On t'a demandé de mettre le nom, on a dit mets la cravate avant de traverser la porte. La loi dit ici, pour revenir dans ces cas, la loi dit demander l'autorisation du président de la Chambre de laquelle relève le parlementaire. C'est un préalable. On ne peut pas joindre un tel préalable au fond. Merci. On ne peut pas joindre un tel préalable au fond. Merci. Alors, pour chuter aussi par rapport à l'article 107 dont a parlé le confrère Pinda tantôt. Ne massacrez pas mon oncle. Mon Dieu, malheureusement. Appelez-moi Richard. D'accord. Maître Richard. Ok. Il a parlé de l'article 107, l'alinéa 2, parlant des autorisations de poursuite, en disant que le juge, lui, le juge n'est là que... cette disposition ne pouvait pas s'appliquer parce que cette disposition ne parle que de... ne concerne pas le juge. Ne concerne pas le juge, que ça ne concerne que tout simplement lorsque un parlementaire est... ça parle de poursuivi. Seulement le parquet, pas voilà. le Procureur. Je ne sais pas comment est-ce que je vais essayer de relire ici. L'article 8 n'est pas à dissocier avec... L'article 7. Bon, pardon, l'article 107, c'est même pas le 107. L'article 107 est à lire de manière combinée avec l'article 1er. Il n'est pas à dissocier. Vous allez me répondre. Avec l'alinéa premier. C'est ce que je dis. L'article n'est pas à dissocier avec l'alinéa premier. Okay. L'alinéa premier dit ceci. Je vais le lire pour l'intention de tous. L'alinéa premier de l'article dit ceci. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Là, ici, nous parlons clairement de l'exercice de ses fonctions. La loi lui reconnaît carrément une immunité absolue par rapport au dire qu'il peut développer lors de sa prise de parole ou dans l'exercice des fonctions. Il bénéficie d'une immunité totale. Okay. Je vais à l'alinéa suivant. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit. Matata devant la Cour constitutionnelle. On va dire qu'il est jugé et n'est pas poursuivi. Non. Non. On ne peut pas dire qu'un juge pénal ne poursuit pas. Comment il va juger sans poursuivre? Parce qu'il est en mesure de pouvoir ordonner des mesures d'instruction. Les mesures d'instruction concourent à quoi? Les mesures d'instruction concourent à quoi? Il poursuit. Les mesures d'instruction concourent à pouvoir éclairer sa religion. À pouvoir éclairer sa religion. On ne peut pas chercher à se soustraire d'un préalable. On ne peut pas. Toutes ces dispositions s'appliquent. Tout simplement, ici, ça s'applique dans le cas où nous sommes... il s'agit d'un parlementaire qui est poursuivi pour des faits qu'il n'a pas commis dans l'exercice de ses fonctions. Tout simplement. Tout simplement. Alors, pour chuter, je répète ce que je venais de dire tantôt, que ces dispositions s'appliquent devant la Cour constitutionnelle. Pourquoi? Parce que le juge pénal, dans son activité pénale, il le juge en poursuivant. On ne va pas dire qu'il ne poursuit pas. On ne va pas dire qu'il ne poursuit pas, parce qu'il est en mesure... Lorsqu'on dit qu'il peut requalifier les faits,
C'est en fonction de quoi? Merci beaucoup, maître. Peut-il réqualifier les faits sans poursuivre une condamnation pénale? On va y revenir. Pas possible. Tout simplement, à la différence qu'il faut souligner, c'est que lorsque le juge pénal dit le droit, il s'est dessaisi et la personne condamnée, c'est le parquet qui va exécuter la décision du tribunal ou de la juridiction. Merci. Tout simplement. Alors, maître Sylvain, je vous laisse également cette réaction. Un jugement jugé spectaculaire et unique par la défense des Matata Pogno, maître Laurent Onyemba, cité par RFI.fr, dit attendre le fait vert de son client pour contester la constitutionnalité de ce jugement devant le même juge. Je vais également laisser la même réaction à maître Richard, mais votre réaction d'abord par rapport à ce que maître a donné comme point de vue. Vous parlez de maître Laurent Onyemba? Par rapport à sa réaction, est-ce que ça a de soubassement juridique? Bon, ce sont droits les plus légitimes parce que l'article 168 de la Constitution dit effectivement que les arrêts de la Cour sont exécutoires, mais in fine, cet article dit tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Dans l'article 168. Donc, ils peuvent rentrer devant cette même Cour pour dire que la Constitution aurait été violée par-ci, par-là. Et la démarche que nous sommes en train de suivre ici, c'est vrai, aujourd'hui dans ce pays, malheureusement, tout le monde est devenu spécialiste en droit. Tout le monde. Même un conducteur de Wewa, même une vendeuse de Matembele, elle maîtrise le droit. On voit le débat à la cité. Mais le droit, c'est une science élitiste. Il faut un certain niveau de compréhension pour maîtriser cette science-ci. Même certains qui sont juristes, il est juriste, mais il ne maîtrise pas encore la science du droit. Parce que faire les études de droit, c'est bien beau. Avoir une licence ou un doctorat en droit, c'est bien. Encore faut-il comprendre ce que dit le droit. Je cite ici mon formateur, Maître Tsatsanzita Joseph. Quand nous étions au cabinet chez lui, il nous disait quelque chose. Lorsque vous violez la procédure, vous serez rattrapé par la même procédure. Vous serez rattrapé. La procédure vous rattrapera. Et dans un procès pénal, de tous les trois nous sommes ici, nous savons, quand vous entrez dans un procès pénal, les juges, la première question qu'ils posent, maître, est-ce qu'il y a des préalables? C'est la première question qu'un juge pénal pose. Est-ce qu'il y a des préalables? Les préalables sont soulevés in limine litis. Et pas in fine. Vous comprenez? Alors, pour revenir à ce que mon frère et confrère a dit, c'est mon frère. Mon frère et confrère, Richard Mpinda. Il a dit une chose ici. Maintenant que la Cour a rendu son arrêt, il faut que le parquet général, après cette Cour, rentre pour solliciter, maintenant pour solliciter la levée des immunités. Alors, il y a une expression chez moi. Je vais le dire en français pour que les gens comprennent. Je ne le dirai pas en langue, en dialecte. Il y a une expression chez moi qui dit que quand vous allez au lieu secret, hein, vous vous soulagez. Il y a une démarche qu'il faut suivre. D'abord, vous faites le sel, après vous vous rendez propre. Mais vous ne faites pas le contraire. Vous commencez par utiliser le papier hygiénique pour vous essuyer, et après, vous faites le sel. Mais vous restez sale. C'est le contraire qui doit être fait. Donc vous faites d'abord le sel, après vous vous essuyez avec le papier hygiénique. C'est ça la démarche. Donc ça, mes ancêtres l'ont vu avant. Ne commencez pas par faire le sel pour vous essuyer pour faire le sel après.
Maintenant, regardez ce que dit l'article 168 et qui risque de rattraper le raisonnement soutenu tout à l'heure par mon confrère. 100 combien? 168 de la Constitution. Okay. Cet article dit quoi? Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Immédiatement. Immédiatement. Ils sont obligatoires, s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Ils s'imposent. Donc, l'exécution, c'est à la minute. Quand la Cour prononce, dans les minutes qui suivent, on vient te prendre. Maintenant, Maître Richard dit, il faut que le parquet général rentre maintenant au Parlement pour aller demander l'autorisation de lever les immunités. Prenez une hypothèse, le Parlement refuse, on ne lève pas les immunités. Qu'est-ce qui va s'en suivre? Vous voyez? Non. Quand on veut être plus intelligent que les législateurs, que la Constitution, on se casse les dents. Or, le législateur a prévu que les personnes porteurs des immunités, qu'on puisse leur enlever ces immunités-là avant de les poursuivre. Quand la décision tombe, on exécute. Maintenant, ici, j'ai entendu un raisonnement contraire. On ira demander les immunités parce que l'arrêt est tombé. Maintenant, vous arrivez à l'Assemblée, on dit on ne lève pas les immunités. Comment on va exécuter cet arrêt? Vous voyez que on a commencé par s'essuyer pour aller faire le sel après. Ça devient compliqué. C'est une constipation. Donc, la logique aurait voulu, telle que soutenue par Maître Samuel, c'est de lever les immunités. Lorsque... Non, c'est-à-dire quoi? Vous savez, le droit, ça paraît facile, mais c'est une histoire trop technique. Prenons l'hypothèse. Déjà, moi, j'ai soutenu ici que les immunités de Matata comme sénateur, dans l'affaire Boukangalonzo, ça n'a jamais été levé. Personne ne me contredira là-dessus. Cet autre soutènement-là, dire on a levé dans l'affaire Boukangalonzo, maintenant c'était le boulevard, c'est faux. C'est faux parce que la loi prévoit, pour chaque infraction, quand vous poursuivez un député national, il faut un réquisitoire. Le réquisitoire, c'est quoi? C'est un exposé des motifs. Donc vous exposez la motivation pourquoi vous demandez la levée des immunités et vous liez cela au droit. Ce réquisitoire sera examiné par la Chambre. Et si la Chambre est convaincue par les arguments, n'est-ce pas, qui se trouvent dans le réquisitoire, on vous autorise. C'est pour chaque cas. Merci. Ce n'est pas pour l'universalité. Alors, aujourd'hui, un raisonnement simple. Pourquoi aujourd'hui, Maître Richard soutient qu'il faut que le parquet général rentre demander l'autorisation? Mais parce que Matata a des immunités. Mais lorsque le président Kamere a dit que la Cour pouvait nous écrire pour lever ces immunités, il dit non. Les immunités avaient déjà été levées. Mais la question simple qu'on se pose, même si on n'est pas juriste, est-ce que Matata Ponyo, quand il a été élu député, bénéficie-t-il des immunités, oui ou non? Donc parmi les 500 députés à l'Assemblée, il n'y a que Matata qui n'a pas d'immunité. Non. Les immunités de sénateurs sont tombées. Merci. En tant que député, il a de nouvelles immunités. Respectons la loi. Il faut lever ces immunités-là. Il fallait le faire avant d'engager cette séance-là. Merci. Mettre votre réaction. J'ai entendu ce qu'on appelle chez nous, dans un jargon qui est propre à nous, de raccordement frauduleux. Ok, allez-y. Je voudrais rassurer les confrères. Il a dit que pour lui, selon son entendement, le juge de Matata Ponyo devait être le juge de la Cour constitutionnelle et non pas le juge plutôt le juge de la Cour de cassation et non pas le juge de la Cour constitutionnelle, parce que les immunités ont été levées, solliciter la levée des immunités a été faite par son juge naturel, le juge de la Cour de cassation. Je rappelle aux confrères un principe élémentaire de la procédure pénale, que le parquet est un. C'est-à-dire que le juge de la Cour de cassation pouvait solliciter la levée des immunités et être poursuivi par un juge des tripés. C'est le parquet. Et donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Deuxième élément, par rapport toujours à la compétence du juge, nous savons que le juge de la Cour de cassation a une compétence personnelle et une compétence matérielle. Le juge de la Cour de cassation. Les faits commis par Matata Ponyo sont-ils
de faits commis lorsqu'il était sénateur ou lorsqu'il était Premier ministre. Les faits plutôt commis sont intervenus lorsqu'il était Premier ministre. Et lorsque vous lisez l'article 64, il est écrit que le juge de la Cour constitutionnelle est le juge pénal du Premier ministre et du président de la République ou chef de l'État. Et ici, on y va en vertu du principe que l'on apprend aussi en droit pénal général. Ici, je cite le professeur Nyabirungu Mwenensona, qui dit le principe de la cristallisation. C'est-à-dire qu'au moment où il a commis cette infraction-là, il y a eu cristallisation de la qualité officielle et cristallisation des faits infractionnels. Et donc, les uns pourraient dire, mais il n'est plus président de la République, il n'est plus Premier ministre, mais comment on le poursuit? Lorsque vous fondez sur ces principes-là, on ne dit pas parce que lors de poursuite, il a revêtu la qualité de l'ancien Premier ministre. Mais on ne le poursuivra pas en vertu de la qualité de l'ancien Premier ministre parce que de bout en bout, de l'article 1er à l'article 222, nulle part il est écrit on peut poursuivre un Premier ministre, un ancien Premier ministre, ni un chef de l'État, un ancien chef de l'État. Mais le principe de la cristallisation que j'ai évoqué tout à l'heure ici, dont j'ai cité même le professeur Nyabirungu, qui a été même confronté à ces principes-là, lors de l'audience, la même audience dont Yahi se prononçait là, voudrait que l'on puisse, en vertu du principe, un autre principe de droit pénal, de la fiction de droit, qu'on se rapporte au moment de la commission de l'infraction pour se poser la question de savoir quelle qualité a-t-il. On dira à ce moment-là, il a été poursuivi en tant que Premier ministre en fonction au moment de la commission de l'infraction. Je rappelle à titre illustratif, le professeur Nyabirungu Mwenensonga se retrouvant devant le juge, le président Kamuleta, et d'ailleurs, on ne les appelle pas juges, on les appelle membres de la Cour constitutionnelle, devant le juge Kamuleta, devant le président Kamuleta, lorsqu'il essaya d'intervenir en tant que professeur, le juge, le président Kamuleta l'a interrompu pour lui dire « Ici, vous n'êtes pas en tant que professeur ». Lorsque vous regardez, vous voyez la même personne. Mais c'est la qualité qui a été cristallisée en ce moment-là, à cet instant-là, c'était la qualité d'avocat. Ainsi donc, le professeur Nyabirungu a parlé de lui en tant que professeur à la troisième personne. Il parlait de lui en tant qu'avocat à la première personne et a cité les professeurs. Ça a pu paraître rigolote, mais en soi, c'était un principe de droit qui a été déroulé en ce moment-là, à cet instant-là. Et donc, je vous reviens encore parce que vous avez dit, lorsque j'ai dit j'ai vu plus les politiques que les juristes, vous avez dit, ben la Cour constitutionnelle, elle est hautement politique parce que la Cour constitutionnelle régule la vie politique. Je vous ramène à l'article 64. Mbata Tampognon se retrouvait devant le président Kamuleta, non pas en qualité de politique, mais ils se retrouvaient en qualité de ce que dit l'article 64 devant son juge pénal. C'est-à-dire qu'ici, nous évoquons des questions pénales. Des questions pénales, et la question pénale requiert une réflexion pénale. Ne faisons pas de raccordement. Et donc, je pense sur la question de la qualité, la question elle est réglée. J'en viens maintenant à une autre question, une dernière. Mais ça, c'est aberrant. C'est très dangereux. J'ai dit, nombreux étudiants nous suivent. Lorsque vous dites, vous prétextez que le juge poursuit, mais quel est le rôle du ministère public à l'audience? Parce que la poursuite est exclusivement l'œuvre, je dis bien, du gardien de la loi. Du gardien de la loi pénale dans le cas d'espèce, c'est-à-dire le parquet, qui poursuit, qui prépare le dossier, qui poursuit. Et le juge, voilà pourquoi on ne le dit pas, sinon on l'aurait répété, ne faites pas dire. Allons dans votre logique. Allons dans votre logique que le juge pénal poursuit parce qu'il doit instruire, il poursuit, allons dans votre logique. Mais pourquoi cette redondance à l'alinéa premier lorsqu'on dit poursuite, recherche et arrêter ou juger?
Et le législateur le dit. Ce sont des attributions que l'on donne. Les attributions. Donc, les étudiants en droit qui nous suivent ont constaté avec moi que vous avez massacré même la nature, tout simplement parce que vous voulez vous faire un lit politique. Le juge ne poursuit pas. Ne confondez pas l'instruction du dossier à l'audience, à l'instruction du dossier lorsque vous êtes au parquet. Lorsque vous êtes au parquet, le juge recherche l'infraction. C'est ainsi qu'il instruit pour préparer et mettre à la disposition du tribunal. Lorsqu'on instruit au tribunal, c'est pour arriver à départager les parties. C'est ainsi qu'on dit qu'il juge. Et d'ailleurs, lorsque vous dites qu'il poursuit, c'est-à-dire que le juge devient partie au procès et par voie de conséquence, le juge viole le principe de l'indépendance. Parce que le juge au tribunal ne peut pas poursuivre, ne peut en aucun cas poursuivre. Ça, c'est un principe, ce sont des principes de droit pénal. On retient quoi? On retient quoi? Non, non, mais j'ai quand même droit à deux. Je réponds pour l'un pour l'autre. J'en viens maintenant à ce qui a été soulevé par mon confrère et frère. Il dit... Il a soulevé la question de... Il est revenu sur un fait, il dit pourquoi il faut revenir encore une fois de plus, parce que lorsque vous vous êtes torché, il faut aller et revenir, il ne faut pas commencer... Non mais écoutez, nous ne relatons pas, nous ne sommes pas en sociologie, nous parlons droit. Et nous disons à chaque cas... C'est avec ce qu'elle a posé en conséquence. Donc nous disons que le droit reste droit. On n'y cherche pas des raccordements. Je comprends votre difficulté. Oh là là. Parce que les choses sont claires ici. Ok. Nous avons énuméré les attributions des uns et des autres. Le juge ne sollicite pas les immunités parce qu'il pense que le dossier est ouvert, préparé, tout a été mis en moule. Réponds à la question. Si l'Assemblée refuse de lever les immunités. Je vais y aller. Je vais y aller. Je vais y aller. C'est encore intéressant, parce qu'il y a un arrêt qui dit... C'est très intéressant. Je ne vais pas aller outre, je vais me contenter juste de répondre à cette question. Si l'Assemblée nationale refusait de lever les immunités, ce qui est aussi un droit qui est reconnu à l'Assemblée nationale, on laisse courir. Mais Matata Mpogno, à la fin de la législature, sera sans immunité. N'oubliez pas, lorsque le jugement est rendu, qu'il a été notifié, on a même parlé de l'inéligibilité. C'est-à-dire que les cycles ne pourraient pas continuer. Ça sera interrompu à un moment donné et immédiatement, les immunités ont un caractère par rapport à l'exécution de ces jugements, un caractère suspensif. C'est-à-dire qu'il suspend le poursuite jusqu'à la fin des immunités. Et donc, arrivera à ce moment-là, la vraie question aurait été, parce que c'est le droit, s'il n'était pas condamné à l'inéligibilité, quand deviendrait-il? C'est-à-dire qu'il irait de cycle en cycle en cycle jusqu'à ce que nous ayons un bureau qui accepte ou une assemblée qui accepte d'élever les immunités. Qu'on le veuille ou pas du tout, mais c'est le droit. C'est du pur droit. Comme vous l'avez dit par vous-même, un puriste comprendrait que c'est le droit et on s'y soumet. Les immunités qui sont aujourd'hui, il faut se le dire, hein, le rôle du juge qui est indépendant et du parquet indépendant et de la partie poursuivante, si dans le cas, la partie poursuivie et la partie poursuivante, alors, ne peut en aucun cas, ou ça n'entre pas dans ses attributions de solliciter la levée des immunités. Pourquoi? Parce que tout a été déjà fait en amont. Maintenant, le jugement est rendu. Lorsque le jugement est rendu, on prend le prévenu Matata Mpogno, on le retourne. Il change de statut, il devient condamné. Il est retourné devant le parquet
Parce que le parquet, d'ailleurs, on le dit, le parquet a la mission d'exécuter les lois et par voie de conséquences, le parquet fait quoi? Doit exécuter. Mais cette exécution va être butée à une difficulté, ce sont les immunités que porte actuellement Matata Mponyo. Merci, maître. C'est le droit, qu'on le veuille ou pas du tout, c'est comme ça. Merci. Maître Samuel, dans une minute, on change, on prend la question Joseph Kabila. On retient quoi sur ce dossier Matata? Dans une minute, je vais bien confisquer tout ce qu'il y a comme déclaration. Alors, on retient quoi de manière ramassée? Merci beaucoup, très cher Daniel. Je crois en une minute, comme tu me l'as demandé, je vais juste ramasser rapidement. C'est que le confrère Richard Mpinda venait de dire... Richard Mpinda. Alors que je connais des Mpinda dans ma famille. Je ne sais pas comment il faut prononcer. Mpinda, c'est Pinda, c'est autre chose. Mpinda, c'est autre chose. Ok. Alors, pour revenir à ce que le confrère Richard venait de dire tantôt, par rapport aux poursuites au niveau de l'instruction juridictionnelle. J'ai besoin de rebondir dessus. C'est important pour des raisons pédagogiques, comme il a dit. Ok, allez-y. Dans la phase d'instruction, lorsque nous sommes au niveau de l'instruction juridictionnelle, le parquet poursuit la condamnation du prévenu. Le juge instruisant. Il poursuit quoi? Il poursuit quoi en instruisant? C'est ce que je veux dire. Allez-y. Mais le juge en instruisant, la première des choses qu'il poursuit, c'est quoi? Il poursuit d'abord, c'est de rétablir la vérité. Comment il a rétabli? Ça, c'est un avocat. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Je vais aller par comparaison. Confrère, poursuivons s'il vous plaît. Je vais aller par comparaison. Dans l'instruction juridictionnelle, laissez-moi, je vais lui parler clairement. Okay. Parce qu'avant ça, nous avons connu sous l'ancien régime de l'organisation et de compétences judiciaires ce qu'on appelait un dédoublement fonctionnel du juge du tribunal de paix. Je vous rappelle cette époque-là, il n'y a pas très longtemps. Non, je suis en train de parler du droit, non, confrère? Ne vous en faites pas, vous pouvez peut-être... On parle de droit, mais c'est ce que je ne comprends pas, il a peut-être peur. Allez-y. Je rappelle ici que sous l'ancien régime de l'organisation de la compétence judiciaire, il était reconnu au juge du tribunal de paix ce que l'on appelait le dédoublement fonctionnel. Le juge du tribunal de paix pouvait aussi faire office du parquet. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette période. C'est tout simplement parce qu'il n'était pas institué des parquets. Confrère, au moins acceptez au moins. Vous vous souvenez de cette époque parce que vous avez commencé à exercer la profession d'avocat, je ne sais pas à partir de quand, mais il était une période avant ce régime de l'organisation compétence judiciaire, il était reconnu à un juge de pouvoir faire office du parquet. Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? C'est bien bon de rire. C'est bien bon de rire. Mais il faut attaquer les arguments sur le point de droit. C'est bien bon de rire. C'est bien bon de rire. Alors, je reprends et je souligne clairement que le juge pénal, lors de l'instruction, l'on ne peut pas dire qu'il ne poursuit pas. Pourquoi? Parce qu'on lui reconnaît la qualité de pouvoir qualifier les faits. On ne peut pas dire qu'il ne poursuit pas. Et j'ai donné pour exemple, il y a peu, sous l'ancien régime. Et je donne l'exemple, il y a peu sous l'ancien régime. Il était reconnu au juge de pouvoir faire office aussi du parquet. On retient quand même. Alors, comme je l'ai dit tantôt, par rapport à la question du confrère Pinda, j'ai relevé ce qu'il a dit tantôt. Ce qu'il a dit tantôt en disant et en soulignant clairement que le juge pénal est un juge actif. Merci. Et en étant actif, il a ce pouvoir-là, lors de son instruction, de poursuivre. Quand on lui connaît la capacité de pouvoir requalifier les faits, il ne peut pas requalifier les faits sans pour autant avoir ce pouvoir-là de poursuite. Moi, j'ai l'impression que si on veut prendre le mot poursuite et le mettre hors du contexte, les poursuites en droit ne doivent pas être prises comme dans le langage courant. Lorsque l'on parle de poursuite en droit, on parle de l'action publique. Lorsqu'on est au niveau préparatoire, lorsque le parquet instruit, on parle du déclenchement de l'action publique. Mais lorsque nous sommes au niveau de l'instruction, aujourd'hui c'est vrai peut-être nous sommes sous un nouveau régime de l'organisation de la compétence judiciaire, mais il y a peu, il était reconnu au juge pénal de pouvoir, au nom du dédoublement fonctionnel, pouvoir faire office du parquet. Et s'il a commencé la profession d'avocat il y a longtemps, il ne peut pas remettre ça en question. Je voulais aussi chuter par ceci.
confrères, lors de débat, nous devons faire preuve d'élégance. Attaquer un confrère en disant clairement que voilà, est-ce qu'il s'agit d'un avocat qui parle comme ça? Je ne sais pas comment est-ce que vous avez senti ça, mais moi je me suis senti lésé. J'ai 15 ans de vie professionnelle. Je crois que même lorsque vous pensez que j'ai trébuché quelque part, vous êtes en droit de rebondir sur le point de droit. Vous n'avez pas besoin de... Non, vous n'avez pas besoin de ricaner sur le plateau. Question de pouvoir fragiliser votre adversaire sur le plateau. Pas forcément. Je n'ai pas peur d'être fragilisé, mais restons élégants, confrère. Restons élégants. Parce qu'avec... On finit en terminant. Je crois qu'il va rebondir dessus. Il va me rencontrer sur les dédoublements du juge fonctionnel. Je vais entendre ce qu'il va dire dessus. Vous allez me démontrer, vous auriez dû me le démontrer, que les dédoublements continuent encore avec le juge. Ah, maintenant vous reconnaissez au moins que ça existe. Vous reconnaissez au moins ça existe. Il ne faut pas détourner les jeunes. Non, je vais en venir. Ça va, vous allez m'attaquer. Il n'y a pas de problème. Le dossier Matata Pognon, pour clôturer, que ceux qui nous suivent retiennent que Matata Pognon, qui a été condamné hier, n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. Oui. Il n'est pas justiciable de la Cour constitutionnelle. Il aurait dû être poursuivi à la Cour de cassation. La seule possibilité. C'est-à-dire, dans ce pays, le problème que nous avons, on ne veut pas lire les textes, on ne veut pas s'accrocher aux textes. La seule possibilité de poursuivre Matata devant la Cour constitutionnelle est prévue par l'article 167 de la Constitution. Cet article-là dit ceci. Lorsque l'ancien président ou l'ancien premier ministre, enfin, le président ou le premier ministre sont poursuivis pour des faits commis à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les poursuites, en fait là on fait allusion aux infractions de droit commun, les poursuites peuvent être engagées et la Cour, lorsqu'elle se saisit du dossier, elle constatera que le président de la République ou le Premier ministre est en fonction, les poursuites seront suspendues. Et les poursuites reprendront à la fin de son mandat. C'est ce que dit l'article 167. Lisons les textes. Alors, donc, si les poursuites n'ont pas été entamées pendant qu'il était Premier ministre, il ne peut pas être poursuivi par la Cour constitutionnelle. Parce que la Cour constitutionnelle n'a que deux personnes qui sont justiciables sur le plan pénal. C'est le président de la République et le Premier ministre. Et quand vous lisez les articles qui suivent, ça fait allusion à ceux qui sont en fonction. Alors, les poursuites peuvent continuer après avoir quitté les fonctions, si ces poursuites ont commencé pendant qu'ils sont là. Je vais donner un exemple simple, parce que Maître Richard a parlé de la cristallisation. Je vais donner un exemple simple que j'ai toujours donné. L'article 94 de la loi sur le tribunal pour enfants dit ceci. Le tribunal pour enfants est compétent pour connaître des faits infractionnels posés par toute personne âgée de moins de 18 ans. Maintenant, c'est un casus. Hein? Nous nous retrouvons avec un jeune homme de 17 ans et demi qui commet un viol. Le jeune homme se soustrait. On vient l'arrêter, il a 18 ans ou 19 ans. Il y a eu cristallisation de l'infraction, non? Au moment où il était mineur. Maintenant, on l'arrête. Il n'y a pas encore prescription. On l'arrête, il a 19 ans. Vous l'amenez où? Au tribunal de paix ou vous allez l'amener au tribunal pour enfants? Parce que si vous l'amenez au tribunal pour enfants, on va vous opposer l'article 94. Il n'est pas notre justiciable. Donc, quand les gens disent qu'il y a des gens dans ce pays qui n'ont pas de juge naturel, c'est faux. Matata Pognon a été Premier ministre. Il a commis des infractions pendant qu'il était Premier ministre. Aujourd'hui député ou aujourd'hui sénateur, on va l'amener devant la Cour de cassation, qui est son juge naturel, et on va le poursuivre pour les faits qu'il avait commis quand il était Premier ministre. C'est ça le bon droit. Faire autrement, c'est du forcing. Et c'est ça qui a été fait. Invité par le Sénat. Je prends aussi... Je conclus aussi. Il nous reste je conclus par rapport à cette thématique. Ils ont pris 3 tours de parole, moi de même. Oh là là.
Mais vous avez parlé de ça. Trois tours. Moi, je conclue aussi quelques petites secondes. Non, quelques petites secondes seulement. Okay. Je vais aller vite. Je commence par l'illustration que vous aviez donnée. Vous avez dit, la loi reconnaît qu'à l'âge de 14 ans, le tribunal pour enfants. Mais celui de 17 ans, c'est qui sont juges naturels dans ces cas-là? J'ai dit, le tribunal n'est compétent que pour ceux qui ont moins de 18 ans. Moins de 18 ans. Maintenant, un mineur de 17 ans et demi qui commet une infraction mais qui se soustrait, on l'attrape, il est majeur. Vous l'amenez où? Exactement. On l'attrape majeur à l'âge de 19 ans. Mais la question, c'est de savoir, parce que nous avons évoqué la question de la cristallisation de la qualité officielle et la cristallisation des frais infractionnels. C'est-à-dire, on posera la question de savoir, il avait quel âge? On ne le jugera pas pour son âge factuel, on le jugera plutôt pour l'âge qu'il avait à l'époque. La juridiction compétente. C'est pour le tribunal pour enfants. Mais oui. C'est ça le tribunal pour enfants. C'est le principe de la cristallisation. Ça n'existe nulle part. Qu'à cela ne tienne, on évolue. J'évolue vite parce que le temps nous impartit dans cette situation-là. J'en viens au confrère. Parce que le confrère est trop furieux parce qu'il a pensé que l'on était lésé. Mais s'excuse, estimés confrères, mais restons ici. Je suis là. Et généralement, lorsqu'on commence à trouver des superfiches, c'est-à-dire qu'on veut aller outre la matière, vous avez dit que le juge du Tripé avait un double casquette parce qu'il était à la fois le magistrat du parquet. Mais c'est en dehors de l'audience. Parce qu'à côté, la loi le prévoit ainsi que aucune juridiction ne peut siéger lorsqu'il n'y a pas un parquet à côté. À l'époque, on n'avait pas encore institué des parquets près les triplés. Lorsqu'on les a institués, le double casquette qu'avait le juge pénal en dehors du parquet était réglé. Je vous ai évoqué ici la question de l'unicité du parquet. C'est-à-dire que le juge du parquet était aussi compétent pour entendre même des affaires qui relevaient du tripé. Et donc, à ce stade-là, la question était réglée. La question était complètement légalement réglée. Comment ne vous en faites pas. Vous avez... Pardon? Comment parler de l'instruction dehors de l'audience pour un juge? Je ne parle pas de l'instruction à l'audience. En dehors de l'audience, vous avez dit en tant que parquet. J'ai dit en dehors de l'audience, c'est-à-dire qu'il joue le rôle du parquet. Comment ça en dehors de l'audience? Voilà. Lorsqu'on est à la recherche des infractions, c'est-à-dire qu'il pouvait entendre et soumettre à une juridiction. Lorsqu'il est en dehors de l'audience, il n'est pas juge. Parce qu'il avait ce double casquette-là. Et donc, j'insiste aussi, nous ne sommes pas ici en tant qu'avocats. Nous sommes ici en tant que politique. Et de ces faits, moi j'attendais voir un avocat. Mais j'ai vu beaucoup plus un politique. Non, pas du tout. J'en viens, je voudrais chuter. C'est pas ça les dédoublements fonctionnels. Je voudrais chuter. Maître, terminé comme ça, on prend la dernière question. Bon, allez-y. On va même y revenir. Invité par le Sénat à une séance sur la levée de ses immunités, l'ex-président boude encore les bancs de la République. Justice sélective ou stratégie politique en cas d'absence persistante, quel avenir pour les dossiers? J'accorde encore la parole à Maître Samuel. Qu'est-ce que vous reprochez dans la démarche de la levée des immunités de Joseph Kabila? Merci beaucoup. Je vais essayer de redescendre sur terre après avoir eu à être surchauffé avec le confrère. On va redescendre. Alors, ça, c'est notre vie quotidienne. C'est ça. Alors, ce que nous reprochons à cette démarche et à cette procédure, nous cesserons de le dire, que nous avons l'impression que, parce qu'on doit parler aussi politique, nous cesserons de le dire que nous avons comme l'impression que pour des raisons politiques, même les procédures judiciaires commencent à en souffrir. Les chefs de l'État, ou bien l'ancien chef de l'État ou l'ancien président de la République, rêvait la qualité de sénateur à vie sur pied de l'article 104 de la Constitution, en fonction du rôle du président de la République qu'il a exercé, en fonction du rôle du président de la République qu'il a eu à remplir. C'est par ça qu'il est devenu sénateur à vie. Être sénateur à vie est un titre que nous appelons honorifique. Honorifique ne veut pas dire que ce n'est pas aussi un titre fonctionnel, parce qu'il lui est aussi reconnu de pouvoir prendre part à tous les travaux de commission. Il est membre de toutes les commissions, mais il n'est pas sénateur au même titre que les autres sénateurs. La loi le dit bien qu'il est sénateur à vie. Et pour preuve, le statut qu'il a n'est pas le statut que tous les sénateurs ont.
n'est pas le statut que tous les sénateurs ont. Les émoluments dont il est bénéficiaire, ce ne sont pas les émoluments que tous les députés, tous les sénateurs ont. Il y a plusieurs éléments comme ça qu'on peut évoquer pour démontrer que un sénateur à vie n'est pas un sénateur ordinaire. Et vouloir faire cette confusion serait très dangereux. Serait très dangereux. Non seulement pour la vie judiciaire, mais aussi pour la vie publique. Pourquoi est-ce qu'il a été institué cette loi que certains évitent de pouvoir recourir? La loi portant statut des anciens présidents de la République. J'aimerais bien le dire ici et souligner que s'il a été évité de pouvoir poursuivre l'ancien chef de l'État sur base de cette loi, c'est parce qu'en observant cette loi, on trouve clairement qu'il est difficile de poursuivre un ancien chef de l'État pour des faits nouveaux. Alors, pour détourner par des voies contournées, on s'est dit, on va aller le poursuivre en raison de sa qualité de sénateur à vie. Mais c'est là que nous parlons des raccordements qui sont dangereux, qui ne sont pas seulement frauduleux, mais dangereux pour la vie démocratique de notre pays. Je tiens à rappeler ici les mobiles et les circonstances qui ont concouru à l'élaboration et à l'adoption de cette loi. Il est dit dans le préambule de cette loi ceci. Compte tenu des crises à répétition, politiques, rébellions, il a été difficile de pouvoir aspirer à une alternance depuis 1960 à ce jour. Pourquoi? Parce que les dignitaires ou parce que les personnes exerçant leur pouvoir craignent des poursuites après leur fonction. C'est dit clairement dans le préambule de cette loi. Et parce qu'on a voulu considérer le Congo comme étant une société démocratique fondée sur 3 éléments majeurs sur lesquels on ne peut pas se détourner. Le premier élément, c'est lequel? C'est que la dévolution de pouvoir ne peut se faire que par les urnes. Deuxième élément, c'est lequel? Que tout président est élu pour un mandat renouvelable qu'une seule fois. Et le troisième élément, c'est lequel est le plus important, c'est qu'on a mis en place une prohibition de toute conquête de pouvoir et de toute conservation de pouvoir par la force. Ce sont les éléments qui ont prévalu et qui sous-tendent cette loi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire vivre notre jeune démocratie. Cette loi, aujourd'hui, la personne qui en est bénéficiaire, c'est l'ancien chef de l'État. Mais très bientôt, rassurez-vous, chers amis, qu'il y aura un deuxième candidat à cette loi-là. Et il faudra le garantir. S'il n'est pas garanti par rapport à sa vie après les institutions, il va se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi cette loi existe. Et alors pour chuter, je veux dire ceci. Pour chuter, je veux dire ceci. Ne désacralisons pas nos institutions. Ne désacralisons pas les personnes qui ont donné de leur vie à la vie démocratique de ce pays. Merci. Ce pays est encore jeune démocratiquement et évitons pour des raisons politiques de pouvoir jeter en pâture l'image et la noblesse de nos institutions. Merci. Voilà. Maître Sylvain, la même question, la démarche. Bon, j'avais déjà fait une intervention sur ce sujet-là. Le réquisitoire de l'auditorat général près la haute cour militaire envoyé au Sénat pour la levée des immunités de l'ancien président de la République, ces réquisitoires n'a aucun fondement juridique. Aucun, je le souligne. Aucun fondement juridique. Parce que, vous savez, j'entendais toujours des gens raconter des trucs comme « Nous sommes maintenant un état de droit. Nous sommes maintenant un état de droit. » Mais un état de droit, il y a des implications, il y a des exigences. Il ne suffit pas de dire on est état de droit et puis on le devient. Non. L'état de droit, je l'ai défini dans plusieurs forums, c'est cet état-là où les dirigeants et les dirigés se soumettent à la loi. La loi est appliquée pour tout le monde. C'est cela l'état de droit. Sinon, on est une république bananière. Il n'y a pas de façon de le dire. Nous avons un texte
qui n'est pas encore abrogé. Ceux qui n'en veulent pas, ils peuvent le faire à tout moment. Mais les Romains ont dit, dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on l'applique tant qu'elle n'est pas encore abrogée. Nous avons cette loi sur les statuts des anciens chefs d'État. C'est la seule loi que nous avons qui gère les statuts de ces gens-là et surtout les statuts pénals de ces gens-là. Mais que prévoit cette loi pour les poursuites pour un ancien président? La loi est plus que claire comme l'eau de roche que il faut qu'il y ait le Congrès. C'est bien dit dans cet article, ancien président, il faut qu'il y ait le Congrès. Quelle difficulté y a-t-il à demander aux deux chambres de siéger et de donner cette autorisation? C'est ça le problème. Alors maintenant, quand on veut éviter le Congrès, on passe par un réquisitoire. C'est cela qui ne fait pas bien. Parce que j'ai dit ici, que ce soit dans l'affaire Matata ou dans l'affaire Joseph Kabila, bon, le fond, je n'ai pas trop d'éléments pour dire est-ce que ces infractions-là sont fondées ou pas. Je n'ai pas ces éléments-là. Mais la forme, c'est celle-là qui est biaisée. Et si nous continuons comme ça, à biaiser la forme, nous serons rattrapés, comme je l'ai dit ici, par cette même violation des procédures-là. On sera rattrapés. La loi est là. L'article 8. On dit, pour les actes posés en dehors de l'exercice des fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République. Il n'y a pas une autre disposition quand vous parcourez toute cette loi. Il n'y a pas une autre disposition qui dit que non, par les réquisitoires d'un progrès général, le réquisitoire d'un auditeur général, ça n'existe pas. C'est la seule disposition que nous avons. Merci. Alors, on l'applique ou on ne l'applique pas. Alors, maintenant, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait peur à ceux qui veulent ces poursuites-là de s'adresser au Congrès? Parce que ce Congrès, nous connaissons la couleur du Congrès. Alors, y aura-t-il difficulté à avoir les trois tiers, les 2 tiers? Ce ne sera pas difficile. Merci, donc, lorsque nous faisons les choses proprement, vous verrez que lorsqu'une décision tombe, tout le monde s'incline, on n'a pas à redire. Mais quand vous violez la procédure, même si le fond est bon, nous aurons toujours matière à redire. Merci. Parce que nous, en tant que professionnels, nous n'allons pas. Le confrère Richard l'a dit ici que les étudiants nous suivent tout ça. Mais justement, ces étudiants-là, ils ont besoin de savoir ce que nous pensons, nous les aînés. Très bien. Mais lorsque nous, les aînés, nous commençons à réfléchir par procuration, et c'est là où ça devient difficile. Merci. Parce que j'ai compris aujourd'hui, la majorité des intellectuels congolais réfléchissent par procuration. Tel monsieur, tel dirigeant, tel leader a dit ceci, et les intellectuels se mettent dans la rue pour répéter ce que le dirigeant, le leader a dit. Le jour où le leader change d'avis, eux aussi, ils changent d'avis, ils commencent à soutenir la nouvelle position. Ça, ce n'est pas digne d'un intellectuel. C'est ça la loi. Hein? L'intellectuel doit être carré. Je peux vous prêter votre loi? La loi est là. J'ai fait exprès de lui demander de me prêter sa loi. Allez-y. Trouvez un article contraire. Oui, allez-y. Vous avez 3 minutes maintenant. Lorsqu'ils ont parlé, je ne les ai pas interrompus. C'est pas pour Tokoti Nasuka ou embrouiller pour Nassid Saté. Généralement, ça, c'est ta technique. Ça, c'est connu de tout le monde. L'opinion retiendra qu'ils ont eu le temps de parler. Ils n'ont pas parlé en avocat. Ils n'ont pas parlé en juriste. Ils ont parlé en politicien. Vous avez suivi les émotions de part et d'autre. Mais personne n'a abordé la question du droit. Maître Kyunga. Il fait la même chose. Maître Kyunga vous a voulu vous donner l'impression de lire l'article 8, mais il ne l'a pas lu. Il a juste pris quelques brides et il a développé tout ce qu'il pouvait développer et c'est très dangereux. Mais moi, je vais me donner la latitude de ne pas parler pour moi. Je vais interroger la loi pour savoir qui est qui doit faire quoi et comment ça doit se faire. Et la contradiction que vous avez relevée ici lorsque vous dites... Non, lorsque vous dites qu'il est sénateur, il peut procéder, poser tous les actes des sénateurs, mais ce n'est pas un sénateur ordinaire. Il est membre de toutes les commissions. Il est membre de toutes les commissions, il vote, ordinaire. Il émet des opinions, il est tout ce que peut être un sénateur, mais il n'est pas un sénateur ordinaire. Mais nous allons interroger la loi. Preuve, il ne siège même pas. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer calmement et paisiblement.
Je voudrais que l'opinion commence par se poser la question de savoir qui est un ancien président de la République. Je vous amène, allez avec moi, vous qui nous suivez. Lui ne saura pas le faire parce que j'ai sa loi avec moi ici. L'article 2 de la loi portant statut des anciens présidents de la République dit ceci, alinéa 1er, littéra 1er. Il dit, ancien président de la République élu, tout citoyen congolais qui a accédé par élection aux fonctions du président de la République les a exercées et les a quittées conformément à la Constitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi portant statut des anciens présidents de la République définit un ancien président de la République comme étant un statut ou le statut de celui qui a exercé, qui a obtenu d'abord par les élections, qui les a exercés et qui les a quittés. Ce qui voudrait dire que aujourd'hui, à titre illustratif, le président Tshisekedi peut être en difficulté ou en incapacité de pouvoir exercer sa fonction. Sama le remplace, il organise l'élection. Le président Sama du Sénat le remplace pour organiser les élections. Et à la fin, il part, il ne sera pas ou il ne pourra pas être bénéficiaire de ces statuts. Parce qu'il n'a pas été élu, parce qu'il a été un sénateur, plutôt un président intérimaire. Maintenant, c'est quoi les titres que porte, à la différence de ce qu'il a dit, parce qu'il a dit les titres de sénateur à vie, était un titre honorifique. Ah, ça il a dit, c'est son point de vue. Mais moi je voudrais recourir à la loi portant statut des anciens présidents de la République pour savoir c'est qui les titres, c'est quoi les titres d'un ancien président de la République. Je vous convie à aller avec moi à l'article 3 de la loi portant statut des anciens présidents de la République, alinéa 1er, littéra 4e. Qui est un ancien président de la République? Quel titre a-t-il? La loi dit, l'ancien président de la République doit porter le titre de président de la République honoraire. C'est ça les titres honorifiques que l'on donne à un ancien président de la République et non un sénateur à vie. Avant d'en venir à l'article 8 qui a été évoqué par le confrère Tchungu, s'il vous plaît, je suis arrivé. Déjà. Non, accordez-moi quelques petites secondes et puis j'ai fini. Ah, okay. Donc, on ne peut pas laisser comme ça tout ça. Lorsque vous lisez la Constitution de la République, ok, on parle, le titre c'est paragraphe 2 du Sénat. Je commence à l'article 54 et dit ceci. Les membres du Sénat portent les titres des sénateurs. Les sénateurs représentent sa province, mais son mandat est national. Tout mandat impératif est nul. Les candidats sénateurs sont représentés par des partis politiques ou par le regroupement. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'alinéa 7. Il dit ceci. Les anciens présidents de la République élus sont de droit sénateur à vie. Il a enchéri pour dire ceci, qu'il est membre de, il est membre de commission, il peut faire des propositions de loi, il peut. Et donc, nous ne pouvons pas aller dans sa logique pour prétendre qu'il était sénateur à vie parce qu'il exerce la fonction. Merci. Mais cependant, pour chuter, s'il vous plaît, je voudrais chuter. J'en viens à l'article 8, je vais aller à l'article 8, je ne veux même pas aller démontrer la légalité. Le temps qu'on est en train de faire ça, on peut éventuellement. Je prends l'article 8, 30 secondes. L'article 8 dit ceci. Pour les actes posés en dehors de l'exercice de ses fonctions, les poursuites contre tout ancien président de la République élus sont soumis au vote à la majorité de 2/3 de membres de deux chambres du Parlement réunies en congrès suivant la procédure prévue par son règlement intérieur, le règlement intérieur du congrès. Mais ici, la confusion dit ceci. Vous n'avez même pas lu même un seul alinéa, laissez-moi. La confusion, c'est au niveau des actes posés en dehors de l'exercice de sa fonction, que tout le monde pense que ce sont les actes posés en dehors de la fonction. Les actes ici, lorsqu'on dit en dehors de l'exercice de la fonction, on veut tout simplement dire il était président de la République et il a posé les actes en dehors de ses attributions.
Merci beaucoup. Donc, si vous allez comme ça, je reviendrai aussi. Dans 30 secondes, dans 30 secondes, c'est c'est mon temps de parole. Dans 30 secondes, je vais dire tout simplement ceci. J'aurais bien voulu qu'on revienne en détail sur ce que le confrère est en train de lire. Mais le plus important, dans mon temps de parole, est-ce que aurait-il l'élégance et l'amabilité de nous lire les préambules de cette loi? Est-ce que le confrère Richard peut nous lire le préambule de la loi qu'il tient entre les mains? Dans l'intérêt, oui. Dans mon temps de parole, ce n'est pas trop long. Dans mon temps de parole, c'est pour des raisons pédagogiques. Pour des raisons pédagogiques. S'il peut nous lire le préambule de la dite loi, c'est important. C'est important, c'est pour édifier tout le monde. C'est dans 30 secondes. C'est dans 30 secondes. Accepte qu'il lise même 2 lignes. Qu'il lise même 2 lignes. Il ne voudra pas lire. Il ne voudra pas lire. Ou bien vous me laissez lire. Mais 30 secondes maintenant. Qu'il lise. Il aurait déjà fini. Mais 30 secondes. Il aurait déjà fini de lire. Mais 30 secondes. Alors, dans mon temps de parole, pour terminer, moi, j'appellerai les autorités judiciaires de notre pays, comme les autorités politiques, à respecter à tout moment la procédure. Si nous vicions la procédure, nous irons d'erreur en erreur et cela va exacerber, n'est-ce pas, les tensions inutilement. Faisons les choses proprement et vous verrez que chacun va bien garder ses vaches. Parce que la parole est chez nous. Je voudrais... Non, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Je voudrais répondre sans répondre. Vous l'avez dit de manière claire, et le préambule le dit aussi, que pour avoir été, et de ne pas être poursuivi pour des faits dont on a commis lorsqu'on a été, ok? Voilà pourquoi on voudrait protéger. La question c'est de savoir, est-ce qu'il est poursuivi pour des faits qu'il aurait commis, ou que ce sont des faits qu'il commet aujourd'hui en tant que sénateur agi? Et donc, de la disposition. Nous allons revenir sur cette question. Pas du préambule qui est l'esprit de cette loi. Sur cette question. Ok. Nous reviendrons sur cette question. Merci.